7 minutes, c'est tout. 7 minutes, c'est tout. 7 petites minutes qui allaient bouleverser les rapports entre Paris et Kiev pour les années à venir. Imaginez la scène, le président ukrainien vient à peine de poser sa requête sur la table 50 milliards d'euros sans la moindre contrepartie à la charge des contribuables français. Et dans son regard, cette tranquillité presque arrogante, celle d'un homme habitué à ce que l'Occident dise « oui » avant même qu'il ait fini sa phrase. Sauf que cette fois-ci, quelque chose va se passer. Le premier ministre français se redresse lentement de sa chaise et les mots qu'il s'apprête à prononcer vont littéralement glacer la délégation venue de Kiev. Comprenez bien, on ne parle pas ici d'un simple « non » servi avec les formules d'usage de la diplomatie. Non, ce qui va se jouer dans les secondes qui suivent, c'est tout autre chose. C'est de la France qui regarde l'Ukraine droit dans les yeux et qui lui rappelle une vérité qu'on avait fini par oublier. La solidarité, oui, mais elle a un prix, elle a des règles et elle n'est jamais un chèque en blanc. Maintenant, pour vraiment saisir la portée de ce qui s'est joué ce jour-là, il faut faire un bond de 3 mois en arrière. Direction les couloirs feutrés de Matignon, là où le premier ministre français allait mettre la main sur une vérité qui allait littéralement faire basculer sa lecture du conflit ukrainien. Nous sommes le 20 juin 2025, 16 heures pile. Le bureau du chef du gouvernement baigne dans une ambiance que l'on pourrait qualifier de plombante. Étalé sur le bureau des documents marqués confidentiels des rapports émanant directement de la Cour des comptes européenne que le ministre de l'Économie vient à peine de déposer entre ses mains. Et croyez-moi, ces feuilles de papier vont faire voler en éclats absolument toutes les convictions qu'il pouvait avoir sur l'aide occidentale destinée à Kiev. Ce qu'elle révèle, un système de corruption d'une ampleur que personne n'aurait osé imaginer. « Monsieur le Premier ministre », lui dit alors le ministre de l'Économie, « le ton grave, presque solennel, ce que vous vous apprêtez à découvrir va vous écœurer. Après 2 années d'enquête, nous avons enfin pu reconstituer le parcours réel de l'argent que l'Europe envoie là-bas. Et ce que nous avons trouvé, c'est un détournement à l'échelle industrielle, massif, organisé, systémique. » Le Premier ministre relève alors lentement les yeux du dossier, le regard incrédule. « Vous êtes en train de me dire que, oui, monsieur le Premier ministre, une part considérable de notre aide ne sert pas à la guerre. Elle atterrit dans les poches de l'oligarchie ukrainienne, sert à acheter des biens de luxe partout en Europe ou disparaît dans des comptes planqués dans les paradis fiscaux. Et là, accrochez-vous bien parce que les preuves qui s'amoncellent sont tout simplement écrasantes. Détournements, haine cascade à tous les étages. Et pendant ce temps-là, pendant que l'Europe se saigne littéralement aux 4 veines pour venir en aide à Kiev, l'Ukraine, elle est tranquillement en train d'orchestrer ce qui restera dans les annales comme le plus grand détournement de fonds internationaux jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous mesurez l'ironie. D'un côté, vous avez les Français qui rognent sur leur pouvoir d'achat, qui acceptent de se serrer la ceinture pour soutenir l'effort de guerre, et de l'autre, vous avez les oligarques de Kiev qui s'engraissent sur leur dos en silence en toute impunité. Cette nuit-là, le Premier ministre ne fermera pas l'œil, pas une seconde. Il fait les 100 pas dans son bureau seul, livré à sa colère, rongé par le dégoût. Il pense à tous ces Français qui ont accepté sans rechigner des hausses d'impôts pour financer l'Ukraine. Il pense à ces millions d'Européens qui se privent au quotidien pour soutenir un pays en guerre. Mais surtout, et c'est ça qui le ronge le plus, il pense à cette Ukraine qui hurle au monde entier qu'elle a besoin d'aide, tout en pillant méthodiquement cette même aide pour engraisser ses propres dirigeants. 5 jours plus tard, le 25 juin, le Premier ministre passe à l'action. Il convoque en urgence son cercle le plus rapproché, la ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, ainsi que les patrons de la DGSE et de Bercy. Quand ils franchissent la porte, l'ambiance est tout simplement glaciale. On pourrait entendre une mouche voler. « Mes amis », commence-t-il d'une voix blanche presque éteinte, « nous venons de financer la plus grande escroquerie de toute l'histoire moderne. » Pendant que le président ukrainien nous tendait la sébile en réclamant toujours plus, son entourage lui pillait nos caisses à l'échelle industrielle. Cette mascarade, je vous le dis, elle va s'arrêter. Maintenant. La ministre des Affaires étrangères alors prend la parole, le visage fermé. « Sébastien, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Si nous balançons ça publiquement, c'est tout l'édifice de l'effort de guerre occidental qui s'écroule comme un château de cartes. L'opinion publique va se retourner contre l'Ukraine du jour au lendemain.
Le Premier ministre la fixe alors avec une détermination glaciale presque effrayante. L'opinion publique, elle a un droit, le droit de savoir où passent ses impôts, le droit de savoir si son argent sauve réellement des vies ukrainiennes ou s'il sert juste à engraisser des corrompus ukrainiens. Le ministre de l'Intérieur lui aussi paraît préoccupé. Il tente une dernière objection, mais enfin Sébastien, peut-être que le président ukrainien n'est même pas au courant de l'ampleur des détournements. D'un simple geste de la main, le Premier ministre lui coupe la parole. Quand vous dirigez un pays en guerre, vous savez où va chaque euro. Vous le savez. Donc soit il est complice, soit il est totalement incompétent. Et dans un cas comme dans l'autre, il ne mérite plus notre confiance aveugle. Les semaines qui suivent, une véritable course contre la montre. Le Premier ministre lance ses équipes sur la piste de chaque euro, je dis bien chaque euro, d'aide française envoyée en Ukraine. Et plus l'enquête avance, plus la réalité dépasse ses pires cauchemars. Faites le calcul avec moi sur les 15 milliards d'euros que la France a versés depuis le début du conflit, au minimum 4 milliards. 4 milliards, vous m'entendez bien, se sont littéralement volatilisés. L'argent que les contribuables français ont sué pour gagner, il a servi à acquérir des villas sur la côte d'Azur, à s'offrir des yachts qui paradent en Méditerranée, à se payer des appartements de luxe en plein cœur de Londres. Et puis arrive le 15 juillet, une date qui va faire littéralement exploser le Premier ministre. Le patron de la DGSE l'appelle depuis une ligne cryptée, vous savez, ces téléphones que personne, absolument personne ne peut écouter. « Monsieur le Premier ministre », lui annonce-t-il. « Nous avons désormais la preuve formelle. L'épouse du président ukrainien a mis la main sur un château en Normandie, prix d'achat 12 millions d'euros. Et l'origine des fonds, elle est limpide, ils proviennent directement de l'aide européenne détournée par un réseau d'oligarques gravitant dans l'orbite immédiate du président ukrainien. » Le Premier ministre raccroche, et là silence. Un silence qui s'étire sur de longues, très longues minutes. L'hypocrisie venait d'atteindre des sommets que même lui n'aurait jamais cru possible. Et puis arrive le 1er septembre, une date qui va offrir au Premier ministre l'occasion en or de mettre le président ukrainien face à ses responsabilités. Ce jour-là, Paris accueille une conférence internationale dédiée à la reconstruction de l'Ukraine. Et devinez qui doit y prendre la parole pour présenter ses nouveaux besoins financiers, le président ukrainien en personne. Le montant qu'il s'apprête à réclamer, tenez-vous bien, 50 milliards d'euros supplémentaires, soi-disant pour reconstruire les infrastructures pulvérisées par la guerre. L'ironie de la situation, elle est tout simplement amère. Voilà l'homme qui détourne méthodiquement l'aide occidentale qui s'apprête à débarquer à Paris pour en réclamer encore davantage. Dans l'avion qui le ramène de Kiev jusqu'à la capitale française, il peaufine son discours avec ses conseillers. Il est serein, presque détendu habitué qu'il est à faire pleurer dans les chaumières des chancelleries occidentales avec le récit des souffrances de son peuple. Mais ce qu'il ignore complètement, c'est que cette fois-ci, il va se retrouver face à un homme qui sait, un homme qui connaît la vérité, la vraie, sur ce que devient cet argent une fois qu'il a franchi la frontière ukrainienne. À Paris, l'atmosphère qui règne dans la salle de conférence est solennelle, presque pesante. 40 pays sont représentés, leurs émissaires venus, discuter de ce que sera l'avenir de l'Ukraine. Et au moment d'ouvrir la session, le président ukrainien fait son entrée dans cette tenue militaire qui ne le quitte plus, qu'il enfile religieusement. À chacun de ses déplacements diplomatiques, un costume devenu sa marque de fabrique sur la scène internationale. Il prend la parole et ses tout premiers mots, vous allez voir, vont résonner d'une ironie particulièrement amère quand on connaît la suite. « Mes chers amis », commence-t-il, « l'Ukraine vous est éternellement reconnaissante pour la générosité de votre aide, mais cette aide, hélas, ne suffit plus face à l'ampleur colossale du chantier de reconstruction qui nous attend. » Et pendant qu'il déroule son numéro bien rodé, le Premier ministre lui est assis au premier rang. Il scrute, il analyse chaque geste, chaque inflexion de voix. Chaque mot prononcé par le président ukrainien, rien ne lui échappe. Le président ukrainien poursuit son numéro. Nous avons chiffré au centime près ce dont nous avons besoin pour remettre sur pied nos hôpitaux, nos écoles, notre réseau énergétique. Le montant requis s'élève à 50 milliards d'euros supplémentaires. Le chiffre tombe comme une enclume au milieu de l'assistance. Un véritable coup de massue. Et lui, fidèle à sa technique habituelle qui consiste à manier l'émotion comme une arme, enchaîne immédiatement « Cette somme, mes amis, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est l'espoir de millions d'Ukrainiens qui rêvent de retrouver une vie ordinaire. Chaque euro que vous nous offrirez sauvera des vies, reconstituera des foyers brisés, rebâtira notre démocratie. »
L'assistance, comme toujours, est touchée, émue, conquise comme à chaque fois qu'il sort son grand numéro. Et là vient le passage qui va faire bondir le premier ministre français sur sa chaise. Le président ukrainien jette un regard furtif, presque imperceptible, en direction du chef du gouvernement français et lâche. Je sais que certains parmi vous se posent peut-être des questions sur la façon dont l'aide internationale est utilisée. Petite pause théâtrale. Eh bien, je vous le garantis, sur l'honneur, chaque centime est dépensé à bon escient, sous la surveillance la plus rigoureuse de nos institutions démocratiques. L'Ukraine ne dilapide pas votre générosité. À ces mots, intérieurement, le Premier ministre explose. Vous imaginez, cet homme est en train de mentir effrontément devant des dirigeants qui sacrifient leurs propres budgets nationaux pour le tirer d'affaire. Le mensonge est tellement énorme, tellement cynique, tellement éhonté, que le chef du gouvernement français sent une colère noire monter en lui. L'Ukraine d'aujourd'hui, conclut le président ukrainien sur un ton solennel, c'est l'Europe de demain. En nous soutenant, vous investissez dans votre propre avenir. En nous accordant ces 50 milliards, vous achetez la paix européenne. Il se rassied et quelques applaudissements polis mesurés parcourent la salle. Le président de la conférence reprend alors la parole pour ouvrir le tour des questions. Y aurait-il des réactions à l'intervention que nous venons d'entendre? Et instinctivement, tous les regards convergent dans la même direction vers les trois grands bailleurs, ceux qui mettent la main au portefeuille, l'Allemagne, les États-Unis et bien sûr la France. Mais ce qui va se passer dans les secondes qui suivent va laisser absolument toute l'Assemblée bouche bée. Le Premier ministre français se lève, lentement, très lentement. Il ne demande pas la parole, il ne sort aucune note, aucun papier. Il se redresse simplement, croise les bras devant lui et plante son regard dans celui du président ukrainien. Et là, c'est un silence à couper au couteau qui s'abat sur la salle. Vous pouvez littéralement entendre les respirations s'arrêter. « Monsieur le Président », commence-t-il d'une voix d'un calme glacial, « merci pour cette présentation, disons, particulièrement créative. Maintenant, si vous le permettez, j'aurai quelques petites questions à vous poser concernant l'utilisation de l'aide française. » Le ton en apparence reste courtois, poli, mais dans cette voix, il y a quelque chose. Une menace sourde palpable qui fait instinctivement blêmir le président ukrainien sur sa chaise. Monsieur le Président, première question toute simple, savez-vous exactement combien la France a versé à l'Ukraine depuis le début de ce conflit? Le président ukrainien bafouille une réponse approximative hésitante. 15 milliards d'euros, monsieur le Premier ministre, et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. 15 milliards d'euros, reprend le Premier ministre en sortant calmement un dossier de sa mallette posé à côté de lui. 15 milliards. Vous savez ce que ça représente, ça, monsieur le Président? Ça représente 250 € prélevés sur chaque Français, y compris sur les enfants. Ça représente l'équivalent de 3 mois de salaire minimum dans mon pays. Voilà très concrètement ce que mes concitoyens ont sorti de leur poche pour vous aider, vous, l'Ukraine. Ces chiffres énoncés d'une voix froide et méthodique créent immédiatement un malaise palpable dans l'assistance. Vous voyez les visages se figer, les regards se baisser. Maintenant, poursuit-il en ouvrant son dossier d'un geste posé, permettez-moi de vous expliquer en détail ce que sont devenus ces 15 milliards. Il sort un premier document. Acquisition d'un château situé en Normandie, montant de la transaction 12 millions d'euros, identité de l'acheteuse, l'épouse du président ukrainien, origine des fonds utilisés, aide européenne détournée, transitant par un réseau d'oligarques. Le silence qui suit ces mots est tout simplement assourdissant. Le président ukrainien lui est devenu blanc comme un linge, livide. Et le premier ministre imperturbable enchaîne. Acquisition d'une villa à Cannes, montant 8 millions d'euros. Identité de l'acheteur, le fils d'un conseiller proche de la présidence ukrainienne. Origine des fonds strictement la même. Les révélations s'enchaînent sans la moindre pause implacable méthodique. Acquisition d'un yacht de 25 mètres, montant 15 millions d'euros. Acheteur, une société offshore pilotée par un oligarque ukrainien bien connu. Origine des fonds argent détournés des budgets destinés à la reconstruction des hôpitaux ukrainiens. Chaque révélation, vous l'imaginez, s'abat sur l'Assemblée comme un coup de massue. Bang, bang, bang. À chaque ligne lue, c'est un mensonge qui s'effondre, c'est une certitude qui vole en éclats. Au total, conclut le Premier ministre en relevant lentement les yeux vers le président ukrainien,
Ce sont 4 milliards d'euros d'aide française qui ont été siphonnés par votre entourage pour s'offrir des biens de luxe partout en Europe. Soit je vous laisse refaire le calcul, plus de 65 euros volés directement à chaque Français, y compris aux plus modestes, à ceux qui peinent déjà à boucler leur fin de mois. Voilà, l'accusation est lâchée, frontale, documentée et absolument écrasante. Le président ukrainien essaie de bredouiller quelque chose, une espèce de justification à la hâte. Monsieur le Premier ministre, ces accusations, je vous assure que je n'étais pas informé, mais le chef du gouvernement français ne lui laisse pas le luxe de terminer sa phrase. Pas informé, Monsieur le Président, on parle de votre propre épouse qui s'est offert un château avec l'argent versé par les contribuables français. Et vous voudriez nous faire croire que vous n'étiez pas informé? L'effet sur l'Assemblée à ce moment précis est tout simplement dévastateur. Les émissaires des pays donateurs sont en train de découvrir en direct l'ampleur réelle de la corruption qui gangrène le pouvoir ukrainien. Certains déjà sortent discrètement leur téléphone pour alerter leurs capitales respectives. D'autres griffonnent fébrilement des notes comme s'ils voulaient s'assurer que ce qu'ils entendent est bien réel. Tous sans exception réalisent qu'ils sont en train de vivre, en temps réel, un véritable séisme diplomatique. Et le Premier ministre, lui, n'en a pas fini. Loin de là. Mais croyez-moi, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, poursuit-il avec un calme proprement terrifiant. Voulez-vous que je vous parle des 200 millions volatilisés dans l'aide humanitaire, des 500 millions évaporés dans de faux contrats d'armement, des 300 millions disparus dans l'achat de médicaments qui n'ont jamais existé? Il sort alors un nouveau document de son dossier. Rapport confidentiel de la Cour des comptes européenne, verdict sur les 150 milliards d'aides occidentales versées à l'Ukraine depuis 2022. Au minimum 35 milliards ont été pillés par des réseaux de corruption organisée. Ça représente, faites le calcul, près d'un quart, 23% de l'aide totale. 23%. Ce pourcentage est lui aussi astronomique. Faites-vous bien le chiffre dans la tête. Près d'un quart de toute l'aide qui a été engloutie par la corruption. Pendant que nos peuples acceptent de se serrer la ceinture pour vous venir en aide, poursuit le Premier ministre sans relâcher la pression une seule seconde, vos oligarques, eux, font fortune sur le dos de notre générosité. Pendant que nos entreprises mettent la clé sous la porte parce qu'elles n'arrivent plus à régler des factures d'énergie devenues astronomiques à cause de cette guerre, votre entourage lui s'achète des châteaux avec notre argent. Le président ukrainien à ce stade est tout simplement anéanti. Il tente bien de reprendre la parole, de glisser un mot n'importe quoi pour stopper l'hémorragie. Mais le Premier ministre poursuit son réquisitoire impitoyable sans la moindre pitié. Et le pompon le voilà aujourd'hui, vous venez nous demander 50 milliards de plus. Vous avez le toupet, l'audace, le culot de réclamer encore davantage d'argent après avoir détourné le précédent. Il se tourne alors face à l'Assemblée tout entière, balaie la salle du regard. Mesdames et messieurs, les représentants des pays donateurs, je vous pose la question. Très simplement, voulez-vous vraiment en conscience débloquer 50 milliards supplémentaires pour engraisser des oligarques? Voulez-vous vraiment que vos contribuables continuent à financer des yachts et des châteaux pendant qu'eux-mêmes n'arrivent même plus à payer leurs propres factures? Cette question résonne dans la salle. Et derrière, c'est un silence de plomb qui s'installe, pesant, glaçant. Le Premier ministre fait alors volte-face et plante de nouveau son regard dans celui du président ukrainien. Monsieur le Président, je vais maintenant vous expliquer point par point ce que la France a décidé de faire à partir de maintenant. Sa voix s'est durcie. Elle est devenue tranchante, implacable, sans la moindre faille. Premier point, la France suspend avec effet immédiat toute forme d'aide financière à destination de l'Ukraine. Et cette suspension restera en vigueur tant que les 4 milliards d'euros détournés n'auront pas été restitués jusqu'au dernier centime. Cette annonce, vous l'imaginez, provoque immédiatement un véritable remous dans la salle. Des chuchotements, des regards échangés. Et pour cause, c'est la toute première fois depuis le début de cette guerre qu'un pays occidental ose suspendre son aide à Kiev. Du jamais vu. Deuxième point, toute aide qui pourra être versée à l'avenir sera placée sous un contrôle français direct. Et quand je dis direct, je suis sérieux, chaque euro sera tracé à la source comme à l'arrivée. Chaque dépense sera vérifiée. Chaque responsable ukrainien qui touchera à cet argent sera audité. Les conditions sont, on peut le dire, draconiennes, pour ne pas dire humiliantes pour l'Ukraine. Mais le Premier ministre n'a pas terminé.
Troisième point, la France exige la publication intégrale du patrimoine de tous les responsables ukrainiens, sans aucune exception, y compris le vôtre, Monsieur le Président. Terminez l'opacité. Terminez les comptes planqués dans des paradis fiscaux. Terminez l'enrichissement personnel sur le dos des victimes d'une guerre que vous prétendez mener. Qui dit ici? Et pour finir, continue le Premier ministre sans faiblir d'un cran si ces conditions ne sont pas acceptées intégralement dans un délai de 48 heures, alors la France retirera de manière définitive l'ensemble de son soutien à l'Ukraine. Et nous publierons dans le détail la totalité de ce que nos services ont découvert sur la corruption qui ronge votre pays. Voilà. L'ultimatum est lâché, clair, brutal, sans le moindre appel possible. Le président ukrainien à ce moment-là est tout simplement acculé, piégé comme un rat dans un coin. Démoli publiquement devant les caméras du monde entier, il ne peut accepter ces conditions sans perdre la face, ce serait l'humiliation absolue, mais il ne peut pas non plus les refuser sous peine de perdre sec le soutien financier français. Une impasse totale. Monsieur le Président, conclut le chef du gouvernement français, vous nous avez menti. Vous avez trahi notre confiance, vous avez volé l'argent de peuples qui se sacrifiaient, eux, pour venir à votre secours. Cette époque-là, je vous le dis solennellement, est terminée. L'aide occidentale ne sera plus jamais inconditionnelle. Il se rassied et un silence de mort s'abat sur la salle. Le président ukrainien lui reste figé sur sa chaise, incapable littéralement de prononcer le moindre mot. Pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre, le voilà publiquement humilié, mis face à ses propres responsabilités, contraint malgré lui de rendre des comptes. Et ce qui va se passer dans les heures qui suivent va littéralement bouleverser tout l'écosystème de l'aide occidentale à l'Ukraine. Dès le lendemain matin, les pays présents à la conférence font tomber le couperet les uns après les autres. Ils annoncent donc à leur tour la suspension de leur versement. Dans l'attente, ce sont leurs mots d'éclaircissement sur l'utilisation réelle des fonds. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, tous sans exception réclament des audits complets dans les règles de l'art. Et pendant ce temps, du côté des médias internationaux, c'est l'explosion. Une véritable déflagration. À la une du Figaro, l'Ukraine plonge dans le scandale de la corruption. Du côté du Times de Londres, on analyse, on dissèque, on parle d'un président rattrapé par ses propres mensonges. Et la grande chaîne allemande, elle ne mâche pas ses mots non plus, elle évoque carrément la fin de l'aide aveugle à l'Ukraine. Partout, dans toutes les rédactions du monde, les révélations parisiennes font l'effet d'une bombe. Mais croyez-moi, c'est en Ukraine, même à Kiev, que l'onde de choc va être la plus dévastatrice. Confronté brutalement à la suspension de l'aide occidentale, le président ukrainien n'a plus le choix. Il est contraint de limoger dans la précipitation une bonne dizaine de ministres et de hauts responsables qui trempènent jusqu'au cou dans les détournements. Et là, les choses s'enchaînent à toute vitesse. Son propre parti politique commence à lui tourner le dos en réclamant carrément sa démission. Pendant ce temps, de l'autre côté du Rhin et de la Manche, mais surtout en France, l'effet est immédiat. Spectaculaire même. Les sondages du Premier ministre français s'envolent littéralement. En l'espace de 48 heures à peine, il passe de 61% à 21% d'opinion favorable. 20 points de gagnés. Du jamais vu. Et pour cause, pour la première fois depuis des mois, voilà un dirigeant français qui prend ses responsabilités, qui défend bec et ongles, l'argent des contribuables face à la corruption venue de l'étranger. L'industrie française, elle applaudit à tout rompre. Enfin, un dirigeant qui défend nos intérêts à nous, s'exclame le patron des grandes entreprises françaises. Il était grand temps de dire la vérité sur cette mascarade ukrainienne, renchérit le président des PME. L'économie française, soulagée de voir l'aide enfin assortie de conditions, recommence à respirer. À espérer. Une semaine seulement après l'épisode parisien, le président ukrainien tente en désespoir de cause de sauver les meubles en remerciant massivement son gouvernement. Mais le mal est fait profond, irréversible. Sa crédibilité sur la scène internationale pulvérisée. Son autorité à l'intérieur même de son pays vacillante. Pour la toute première fois depuis le début de cette guerre, son pouvoir est en train de chanceler. Le 15 septembre, soit exactement 2 semaines jour pour jour après la conférence parisienne, l'impensable se produit. Tenez-vous bien. Le Parlement ukrainien vote en bonne et due forme une motion de défiance contre son propre président. Pour la première fois depuis le début de son mandat, le voilà désavoué publiquement par ses propres députés, ses propres partisans. Cette crise politique qui secoue Kiev marque un véritable tournant dans le conflit.
L'Occident dans son ensemble réalise enfin qu'il ne peut plus continuer à soutenir aveuglément un régime gangréné par la corruption. Les conditions d'aide se durcissent partout dans tous les pays donateurs. Les contrôles se multiplient à un rythme effréné. L'époque de l'aide accordée les yeux fermés, définitivement révolue. Et le Premier ministre français, pendant ce temps, est devenu le symbole vivant de la responsabilité budgétaire à l'échelle européenne. Son courage face à la corruption ukrainienne inspire désormais d'autres dirigeants à travers le continent. Le Premier ministre néerlandais déclare publiquement « Le chef du gouvernement français vient de nous rappeler une vérité essentielle. La solidarité, ce n'est pas un alibi pour fermer les yeux. » Et le chancelier autrichien lui va encore plus loin. La France vient tout simplement de nous libérer d'un chantage ukrainien qui n'avait que trop duré. Octobre 2025, et là on assiste véritablement à une révolution dans le monde de l'aide internationale. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays occidentaux conditionnent massivement leur aide à des critères stricts de bonne gouvernance. Cette doctrine portée à bout de bras par le Premier ministre français s'étend très rapidement à toute l'aide au développement et transforme du tout au tout les relations entre les pays du Nord et ceux du Sud. En novembre 2025, le voilà invité à prononcer un discours historique devant l'Assemblée générale des Nations unies. Face aux 193 délégations réunies, il déclare solennel « Mesdames et messieurs, l'époque où l'on donnait sans regarder est désormais derrière nous. Nos peuples ont un droit sacré, celui de savoir précisément où passe leur argent. Ils ont le droit d'exiger que leur générosité serve vraiment les victimes et pas les corrompus. » Et il poursuit sur sa lancée. Beaucoup pensaient que dévoiler la corruption ukrainienne allait fragiliser l'aide internationale. Eh bien, c'est précisément l'inverse qui s'est produit. La transparence a renforcé la solidarité, l'honnêteté a restauré la confiance, le contrôle a légitimé l'aide elle-même. L'ovation qui suit dure, tenez-vous bien, 17 longues minutes. En décembre 2025, exactement 3 mois jour pour jour après son face-à-face, avec le président ukrainien, le voilà sacré personnalité de l'année par un grand magazine américain. Et la une fait le tour du monde, l'homme qui a moralisé l'aide internationale. Le chef du gouvernement français lui est devenu à l'échelle planétaire le symbole vivant de la lutte contre la corruption. Pendant ce temps, du côté de Kiev, on tente tant bien que mal de se réformer sous la pression constante de l'Occident. Le nouveau président ukrainien qui a remplacé l'ancien après sa chute multiplie les mesures anticorruption et promet la main sur le cœur une Ukraine désormais transparente. Mais soyons clairs, le mal est fait. L'Ukraine a perdu et bien perdu sa crédibilité morale. Et maintenant, c'est elle qui doit rendre des comptes. En janvier 2026, soit 4 mois après l'épisode parisien, les relations entre Paris et Kiev commencent lentement, très lentement à se réchauffer. Mais attention, sur des bases entièrement nouvelles. La transparence à la place de l'opacité, le contrôle à la place de la confiance aveugle, la conditionnalité à la place de l'aide délivrée automatiquement sans poser de questions. Le 15 mars 2026, exactement 6 mois jour pour jour après ces révélations fracassantes, le Premier ministre français se rend en personne à Kiev, où il est reçu par le nouveau chef de l'État ukrainien. Cette visite impensable quelques mois plus tôt sous l'Ancien Régime marque officiellement la reconnaissance par l'Ukraine elle-même de cette nouvelle donne internationale. Et devant le Parlement ukrainien, il prononce ces mots qui resteront gravés dans l'histoire. « Mesdames et messieurs, les députés ukrainiennes, la France et l'Ukraine peuvent à nouveau devenir partenaires, mais désormais sur la base de la transparence, de l'honnêteté et du respect mutuel. » L'époque où un pays pouvait impunément mentir à ses propres alliés est révolue. L'avenir lui appartient à une coopération qui jouera carte sur table. L'ovation qui se lève alors dans l'hémicycle ukrainien marque officiellement la fin d'une époque et le début d'une autre complètement nouvelle dans l'aide internationale. Une ère où la France, grâce au courage d'un seul homme, son Premier ministre, vient d'imposer au monde entier des standards de probité que tous les autres pays vont peu à peu finir par adopter. Mais attention, détrompez-vous, l'histoire ne s'arrête pas là, pas du tout même. Ce que peu de gens savaient à l'époque, c'est que les révélations parisiennes ont en réalité déclenché en coulisses une enquête massive lancée par l'Union européenne sur l'utilisation de l'ensemble des fonds d'aide internationaux. La présidente de la Commission européenne en personne avait secrètement ordonné un audit complet, sans aucune exception, de toute l'aide européenne distribuée à travers la planète.
Et le 20 mars 2026, dans son bureau bruxellois, elle reçoit enfin le rapport final remis par ses enquêteurs. Madame la Présidente, lui annonce alors son directeur de cabinet, le visage grave. L'affaire ukrainienne, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons mis au jour des détournements en tout point similaires dans 23 pays bénéficiaires de l'aide européenne. 23 pays. L'ampleur du scandale dépasse et de loin tout ce qui avait pu être anticipé. Et cette révélation va à elle seule déclencher une révolution complète du système d'aide internationale. L'Europe adopte alors sans plus discuter les standards portés par le Premier ministre français. Traçabilité totale du début à la fin, contrôle permanent sans relâche, sanctions immédiates au moindre détournement avéré. L'aide internationale, vous l'avez compris, vient officiellement d'entrer dans une nouvelle ère, celle de la transparence absolue. Et pendant que tout cela se joue à Bruxelles, à Paris, le Premier ministre lui reçoit des informations encore plus explosives, si tant est que ce soit possible. Les services secrets français viennent de mettre la main sur quelque chose de capital. Ils ont identifié un par un l'ensemble des comptes offshore où sommeillent les fonds détournés. Monsieur le Premier ministre, lui annonce le patron des services de renseignement, nous sommes désormais en mesure de rapatrier l'intégralité des 4 milliards d'euros détournés. Cet argent français, il va revenir jusqu'au dernier centime dans les caisses de l'État. Et le 1er avril 2026, en grande pompe devant les caméras du monde entier, le Premier ministre annonce officiellement la récupération totale des fonds qui avaient été siphonnés par les Ukrainiens. Cette victoire hautement symbolique vient consacrer de manière définitive sa révolution morale de l'aide internationale. Vous mesurez. Pour la toute première fois dans l'histoire, un pays parvient à récupérer dans son intégralité l'aide qui avait été détournée par un bénéficiaire corrompu. Et cette récupération, elle a un effet psychologique absolument énorme sur l'opinion publique française. Les contribuables découvrent médusés que leur argent, quand il a été volé, peut effectivement être ramené à la maison. La confiance dans l'aide internationale qui avait été ébranlée par des décennies entières de détournement commence enfin doucement à se restaurer. Mais 2026, 8 mois déjà se sont écoulés depuis cette fameuse confrontation parisienne et c'est précisément à ce moment-là que le Premier ministre français reçoit un coup de fil aussi inattendu que prestigieux. À l'autre bout du fil, un ancien président américain, rien de moins. « Vous savez, lui dit-il, vous venez d'accomplir quelque chose que nous, aux États-Unis, n'avions jamais osé entreprendre, moraliser l'aide internationale. Votre courage face au président ukrainien, il a inspiré le monde entier. L'Amérique vous en sera éternellement reconnaissante. Vous imaginez la portée de tels mots venant d'un homme qui a tenu les rênes des États-Unis pendant 8 longues années. Cet appel vient consacrer de manière définitive et incontestable la victoire morale du Premier ministre français. Il n'est plus seulement celui qui a démasqué la corruption ukrainienne, désormais il est officiellement entré dans l'histoire comme l'homme qui a révolutionné de fond en comble l'aide internationale. Juin 2026, 9 mois après l'épisode parisien. Et c'est l'ONU elle-même qui adopte officiellement dans ses textes les principes portés par le chef du gouvernement français pour l'aide au développement. Tous les pays membres sans exception s'engagent solennellement à appliquer les standards français en matière de transparence et de contrôle. L'aide internationale, vous l'avez compris, vient définitivement de basculer dans l'ère post-Zelensky. 31 décembre 2026. À l'occasion de ses vœux de fin d'année, le Premier ministre français peut enfin dresser un bilan proprement historique. « Mes chers compatriotes, commence-t-il solennel, il y a tout juste 1 an, nous donnions notre argent les yeux fermés à des corrompus. Aujourd'hui, nous contrôlons chaque euro qui sort de chez nous. Il y a tout juste un an, nous étions les dindons de la farce de l'aide internationale. Aujourd'hui, c'est nous qui en sommes la conscience. » Et il conclut par cette phrase qui restera à jamais gravée dans les mémoires. En septembre 2025 à Paris, je n'ai rien fait d'autre qu'une seule chose, j'ai dit la vérité sur la corruption ukrainienne. Et il a suffi de 7 minutes pour révolutionner l'aide internationale. Et cette révolution-là, je vous le dis plus jamais, elle ne s'arrêtera. L'année 2027 s'ouvre alors sur un monde littéralement transformé. L'aide internationale est devenue transparente, contrôlée, efficace. La corruption. Plus tolérée nulle part, sous aucun prétexte. Et tout cela, je vous le rappelle, grâce à un homme de 39 ans qui a tout simplement eu le courage que personne d'autre n'avait osé avoir de dire non au président ukrainien et de révolutionner par la même occasion toute la solidarité mondiale. Aujourd'hui encore, quand les historiens se penchent sur la transformation profonde qu'a connue l'aide internationale, ils en reviennent toujours invariablement à cet instant précis.
Cet instant où un premier ministre français s'est dressé dans une salle de conférence parisienne et a regardé droit dans les yeux son interlocuteur ukrainien pour lui asséner « 4 milliards d'euros d'aide française ont été siphonnés par votre entourage, cette époque est terminée ». Ce jour-là, le monde entier a compris une chose essentielle, la générosité, aussi grande soit-elle, à ses limites. 7 minutes, c'est tout ce qu'il aura fallu pour moraliser l'aide à l'échelle planétaire. 7 minutes pendant lesquelles la France a retrouvé enfin sa dignité de pays donateur. 7 minutes au cours desquelles le chef du gouvernement français est entré par la grande porte dans les livres d'histoire comme l'homme qui a délivré l'aide internationale du fléau de la corruption. Et l'ex-président ukrainien, lui, eh bien, il n'a jamais, au grand jamais, oublié ces 7 minutes-là. Aujourd'hui réfugié politique à Londres, il sait pertinemment qu'il restera pour la postérité comme le dirigeant qui a perdu la confiance de l'Occident à cause de sa propre cupidité. Mais attendez, vous croyez peut-être que l'histoire s'arrête là, détrompez-vous. Très vite, des dimensions bien plus sombres encore vont émerger. Parce que ce que le Premier ministre français ignorait totalement le jour de son fameux face-à-face, c'est que les détournements ukrainiens, en réalité, s'étendaient infiniment plus loin que l'Europe. Une enquête secrète ultra confidentielle déclenchée à toute vitesse par le FBI américain à la suite des révélations parisiennes vient en effet de mettre au jour quelque chose d'absolument colossal, un réseau international de blanchiment d'argent dont l'épicentre se trouve en plein cœur des États-Unis. Et 3 semaines et à peine après la conférence parisienne dans les bureaux feutrés du quartier général de la CIA, le directeur de l'agence en personne briefe l'occupant de la Maison-Blanche. En tête-à-tête. « Monsieur le Président, lui annonce-t-il sans détour, les Français viennent de nous ouvrir sans le vouloir une véritable boîte de Pandore. Nos services ont identifié 27 sociétés écrans basées aux États-Unis créées spécifiquement pour blanchir l'aide ukrainienne. Cet argent, on le retrouve aujourd'hui dans l'immobilier de luxe new-yorkais, dans des actions de la tech, dans des comptes planqués dans tous les paradis fiscaux de la planète. » Le président américain écoute le rapport en silence, sans broncher, et il réalise avec un effarement croissant que l'Amérique, elle aussi, a été roulée dans la farine. Les 60 milliards de dollars d'aide américaine versés à l'Ukraine ont subi exactement le même traitement que l'aide européenne. Une part considérable de cet argent a fini non pas sur le front où on en avait désespérément besoin, mais bel et bien dans les poches des oligarques. Combien se contente-t-il alors de demander d'une voix sourde? Au minimum, Monsieur le Président, 12 milliards de dollars. Cette révélation, vous l'imaginez, va provoquer un véritable séisme politique du côté de Washington. Le Congrès américain, qui rechignait déjà à voter de nouvelles enveloppes d'aide, littéralement explose. Les républicains montent au créneau et accusent ouvertement le président américain d'avoir été d'une naïveté coupable face à la corruption ukrainienne. Les démocrates, eux, plus que mal à l'aise, réclament en urgence l'ouverture d'une enquête parlementaire complète. Et le résultat ne se fait pas attendre. Pour la toute première fois depuis le début du conflit, l'aide américaine destinée à l'Ukraine est tout simplement suspendue par le Congrès. Coupé, net. Pendant ce temps, à Kiev, la situation se dégrade à vue d'œil. Le chaos s'installe. Les révélations parisiennes ont allumé la mèche d'une véritable poudrière populaire. Des vagues de manifestations anticorruption secouent désormais la capitale ukrainienne. Sur la place Maïdan, oui. Exactement la même que celle qui avait été le théâtre de la révolution de 2014, des milliers de citoyens ukrainiens scandent à plein poumon « Tu es un voleur, où est passé notre argent justice pour les détournements ?» L'homme qui pendant des années avait incarné aux yeux du monde la résistance ukrainienne est devenu du jour au lendemain le symbole vivant de sa corruption. Et puis, il y a l'armée ukrainienne, cette même armée qui jusqu'alors faisait bloc derrière son commandant en chef. Eh bien, elle aussi commence sérieusement à douter. À l'arrière des lignes des généraux laissent échapper en privé leur colère grandissante face à des détournements qui privent concrètement leurs propres soldats d'équipements vitaux pour leur survie. Le chef d'état-major des armées en personne convoque alors dans le plus grand secret une réunion d'urgence avec ses principaux adjoints. Et là, ce qu'il leur dit a le mérite d'être clair. « Messieurs, nous sommes en train de nous battre avec des armes d'un autre âge obsolète, pendant que nos dirigeants politiques s'achètent tranquillement des châteaux en France. Cette situation, je vous le dis, elle ne peut plus durer 1 minute de plus. » Et le 25 septembre 2025, un mois, jour pour jour après les révélations parisiennes, l'événement que personne, je dis bien personne n'osait même imaginer se produit. L'armée ukrainienne publie officiellement un communiqué dans lequel elle exige une clarification totale sur l'utilisation de l'aide internationale.
Il faut bien comprendre la portée de ce geste, c'est un désaveu à peine voilé du président ukrainien par ses propres militaires. Et là, c'est terminé. Le voilà en train de perdre le soutien de l'institution même qui, à l'origine, l'avait porté au pouvoir. Et cette défection militaire-là, c'est précisément elle qui va précipiter la chute brutale du président ukrainien. Le 30 septembre, le Parlement ukrainien vote à une majorité tout simplement écrasante sa destitution pure et simple. Mesurez bien l'ironie tragique de la chose, l'homme qui avait incarné aux yeux de toute l'Europe. La résistance face au maître du Kremlin ne tombe pas sous les bombes russes, non. Il tombe et tombe lourdement sous le poids de sa propre corruption mise au jour, je vous le rappelle, par un Premier ministre français. Et l'ironie suprême de l'histoire, la voici, il apprend la nouvelle de sa destitution alors qu'il se trouve à ce moment précis dans son fameux château normand. Le château, oui, qu'il avait acquis avec l'aide européenne. Les images de cette résidence française filmées par les drones des journalistes du monde entier font instantanément le tour de la planète. L'ex-président ukrainien déchu humilié publiquement est désormais contraint à l'exil. Et le comble du comble, c'est qu'il s'exile dans une propriété qu'il a payée avec l'argent de ses propres alliés. Ces alliés qu'il a, pendant des années, allègrement trahis. Mais attention, la révolution morale lancée à Paris par le Premier ministre français ne va pas s'arrêter aux frontières de l'Ukraine, loin de là. Elle va au contraire contaminer absolument tout le système de l'aide internationale. Octobre 2025. Le scandale franchit allègrement la Méditerranée et atteint le continent africain. La France met alors au jour des détournements en tout point similaires dans plusieurs pays bénéficiaires de son aide. Et là, ce sont des noms qui font mal. Le président sénégalais, le premier ministre ivoirien, le ministre des Finances malgache, tous se retrouvent impliqués jusqu'au cou dans des réseaux de détournement de l'aide française. Et cette extension africaine du scandale, elle va donner au premier ministre français l'occasion en or de généraliser sa doctrine à l'échelle planétaire. Le 15 octobre, il annonce officiellement la création d'une nouvelle agence française dédiée au contrôle de l'aide internationale, une agence dotée, je vous le précise, de pouvoirs d'enquête tout à fait extraordinaires. Et désormais, c'est très simple, tous les bénéficiaires de l'aide française, sans exception, devront accepter des inspections surprises, rendre public leur patrimoine et tracer chaque euro qu'ils reçoivent. Plus aucune zone d'ombre, plus aucune marge de manœuvre pour les corrompus. Et les révélations vont continuer à pleuvoir partout à travers le monde entier. L'Allemagne, à son tour, met au jour 2 milliards d'euros de son aide qui ont été détournés par des dirigeants africains. La Grande-Bretagne, elle révèle des détournements rigoureusement similaires, mais cette fois-ci sur le continent asiatique. Les Pays-Bas, la Suède, l'Italie, un par un, tous les grands pays donateurs découvrent de méduser l'ampleur réelle de la corruption qu'ils avaient sans le savoir, sans le vouloir financer pendant des années. Et cette véritable prise de conscience mondiale, vous l'aurez compris, va déclencher une révolution complète totale du système d'aide internationale. L'OCDE adopte officiellement les standards portés par le Premier ministre français comme référence mondiale. La Banque mondiale modifie en profondeur ses critères de prêt. Le FMI durcit et de manière spectaculaire ses conditions d'aide. L'époque où l'on signait des chèques les yeux fermés, eh bien voilà. Elle est définitivement, irrémédiablement révolue. Mais la victoire la plus symbolique, la plus chargée de sens pour le Premier ministre français, elle va lui venir d'un endroit où franchement personne ne l'attendait, l'Ukraine elle-même. Le nouveau président ukrainien, celui qui a remplacé l'ancien après sa chute, va alors poser un geste totalement sans précédent dans toute l'histoire diplomatique. Le 1er novembre 2025, il se déplace en personne jusqu'à Paris. Et il vient pourquoi? Pour présenter officiellement au nom de tout son peuple ses excuses à la France et proposer dans la foulée la restitution intégrale jusqu'au dernier euro des sommes qui avaient été détournées. Monsieur le Premier ministre, déclare-t-il alors solennellement dans les salons feutrés du palais de Matignon, au nom du peuple ukrainien tout entier, je vous présente ici mes excuses les plus sincères. L'Ukraine nouvelle, celle que j'ai désormais l'honneur de représenter, prend l'engagement formel de rembourser intégralement les 4 milliards d'euros qui ont été détournés, avec qui plus est les intérêts. Notre objectif, croyez-moi, est de retrouver cet honneur que nos prédécesseurs nous ont fait perdre. Cette démarche-là, filmée sous tous les angles et diffusée instantanément dans le monde entier, vient sceller de manière éclatante la victoire morale totale du Premier ministre français. L'année 2026 ne fera du reste que confirmer une chose, la révolution lancée depuis Paris a transformé durablement les relations internationales. L'aide au développement désormais est devenue tout à fait autre chose,
plus efficace, mieux contrôlée. Et surtout, c'est l'essentiel véritablement utile aux populations qu'elle est censée aider. Les détournements. Ils s'effondrent dans le monde entier de 80%. Vous mesurez ce que cela représente, des milliards et des milliards d'euros libérés enfin pour répondre à de vrais besoins humanitaires. Mars 2026, 6 mois jour pour jour se sont écoulés depuis la fameuse confrontation parisienne. Et c'est à ce moment-là que tombe une distinction qui vient consacrer toute son œuvre, le prix Nobel de la paix, le comité norvégien. Dans sa justification, l'officiel ne mâche pas ses mots. Le lauréat a révolutionné l'aide internationale en y introduisant 2 principes essentiels, la transparence et l'efficacité. Son courage face à la corruption a permis concrètement de sauver des milliards d'euros qui étaient destinés aux populations les plus pauvres de la planète. Et c'est à Oslo, lors de son discours de réception, que le Premier ministre français va prononcer des mots qui resteront eux aussi gravés dans l'histoire. Écoutez bien. « Ce prix, commence-t-il ému, il ne m'appartient pas. Il appartient à tous ceux et toutes celles qui refusent dans leur fort intérieur que la générosité soit confisquée par la cupidité. Il appartient aux contribuables du monde entier qui ont, je le réaffirme ici, un droit imprescriptible, celui de savoir où passe leur argent. Il appartient enfin aux vrais pauvres de cette planète désormais protégés de ces faux pauvres qui depuis trop longtemps les dépouillaient. Et l'effet d'une telle distinction, vous l'imaginez, est tout simplement considérable. Du jour au lendemain, le Premier ministre français devient une figure mondiale. On le réclame dans toutes les chancelleries, on le consulte sur toutes les réformes en préparation. La France, grâce à lui seul, retrouve son statut historique de conscience morale de l'humanité et Paris redevient ce qu'elle aurait toujours dû rester, la capitale mondiale des droits de l'homme et désormais du droit tout simplement à recevoir une aide honnête. Mais la consécration ultime, l'apothéose, elle va survenir en juin 2026. À ce moment-là, l'Assemblée générale des Nations unies adopte, et tenez-vous bien, à l'unanimité, sans une seule voix dissidente, vous m'avez bien entendu, la Déclaration universelle des droits des donateurs. Ce texte, qui s'inspire directement de l'action menée par le Premier ministre français, établit pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité les droits des pays qui donnent vis-à-vis des pays qui reçoivent. Et regardez un peu ce que dit ce texte, article par article. Article 1er, tout donateur dispose du droit fondamental de connaître précisément l'usage qui est fait de son aide. Article 2, et celui-là, il fait mal, tout détournement d'aide constitue désormais un crime contre l'humanité. Article 3, enfin aucune aide ne sera plus versée sans contrepartie en termes de transparence. Tous ces principes, je vous le rappelle absolument tous, sortent directement de l'expérience française avec l'Ukraine. L'expérience d'un seul homme qui, un jour de septembre 2025, a osé se lever face à un mensonge. Septembre 2026, et là, 1 an jour pour jour après cette fameuse confrontation parisienne, le Premier ministre français peut enfin prendre toute la mesure de ce qu'il a accompli, de sa révolution. L'aide internationale, vous le voyez, n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était auparavant. Plus efficace, plus transparente, et surtout, c'est essentiel, plus respectueuse à la fois de ceux qui donnent et des véritables bénéficiaires sur le terrain. La corruption, elle a reculé partout dans tous les pays, sans exception. Et cette régression, elle a permis de libérer des ressources absolument considérables pour le développement authentique. Le bilan, je vous le dis, est tout simplement spectaculaire. Faites le calcul avec moi. 47 responsables corrompus destitués, et ce dans 34 pays différents. 23 milliards de dollars qui ont été récupérés puis redistribués aux populations qui en avaient réellement besoin. 36 nouvelles agences de contrôle créées un peu partout, et toutes calquées sur le modèle français. La doctrine portée par le chef du gouvernement français est désormais devenue ni plus ni moins la norme mondiale en matière d'aide au développement. Et bien sûr, vous vous en doutez, une telle transformation ne pouvait pas passer inaperçue en France. Les sondages à ce moment-là sont sans appel, 94%, vous m'avez bien entendu, 94% des Français approuvent ouvertement la politique d'aide conditionnelle conduite par leur Premier ministre. Du jamais vu. Pour la première fois depuis des décennies, l'opinion publique française soutient massivement l'aide internationale, désormais convaincue qu'elle sert enfin à quelque chose d'utile, de concret, de vérifiable. L'économie française, elle aussi, bénéficie pleinement de cette révolution morale. La confiance retrouvée dans les institutions permet une véritable reprise de la croissance économique. Et les entreprises tricolores, associées désormais à cette nouvelle image de probité que renvoie leur pays, raflent contrat sur contrat à l'international.
La marque France, vous l'avez compris, est redevenue synonyme dans le monde entier d'honnêteté et d'efficacité. Deux mots qu'on n'avait plus accolés à elle depuis bien longtemps. Décembre 2026. 15 mois déjà se sont écoulés depuis l'épisode parisien. Et c'est à ce moment précis que l'ex-président ukrainien va accorder enfin sa toute première interview depuis qu'il vit en exil. Le journaliste qui obtient ce scoop, un journaliste de la grande chaîne britannique à Londres. Et là, devant les caméras, l'ancienne chef d'État ukrainienne finit par admettre lui aussi ses erreurs. Écoutez bien ces mots. Le Premier ministre français avait raison. J'ai laissé la corruption gangréner mon pays. J'ai trahi la confiance que l'Occident avait placée en moi. Cette erreur, je vous le dis, elle me hantera jusqu'à mon dernier jour. Ces excuses tardives, extrêmement tardives, mais diffusées dans le monde entier, marquent symboliquement la fin officielle de l'ère de l'aide accordée les yeux fermés. L'homme qui pendant des années avait incarné aux yeux de la planète la figure de la victime internationale reconnaît désormais publiquement, devant les caméras du monde entier, qu'il a abusé de la générosité occidentale. La boucle, vous le voyez, est bel et bien bouclée. 30 et 1 décembre 2026. Et c'est à l'occasion de ces vœux de fin d'année que le Premier ministre français peut enfin dresser le bilan définitif de sa révolution. Écoutez bien ces mots parce qu'ils résument à eux seuls tout ce que nous venons de raconter. Mes chers compatriotes, commence-t-il ému, il y a tout juste 15 mois, nous donnions notre argent sans même savoir au juste s'il aidait vraiment quelqu'un. Aujourd'hui, je peux vous le dire en toute transparence, chaque euro d'aide française est tracé, contrôlé, efficace. Nous avons ensemble révolutionné la solidarité internationale. Et il conclut sur sa lancée par cette prophétie qui, le temps va le prouver, va s'avérer absolument exacte. L'époque où des corrompus pouvaient impunément siphonner l'aide humanitaire est désormais définitivement révolue. Nous avons rendu à la générosité sa dignité. Et croyez-moi, cette dignité-là, c'est elle qui portera à l'avenir l'espoir du monde tout entier. Et voilà comment l'année 2027 s'ouvre sur une planète littéralement transformée par l'audace d'un seul homme. Un seul, pour moraliser en profondeur l'aide internationale, pour rendre enfin leur espoir aux véritables pauvres de cette planète. La leçon, vous l'aurez compris, est désormais donnée. Et croyez-moi, elle est donnée